Salut à tous, bienvenue dans Sport Sud, l'émission des résultats sportifs du week-end en Languedoc-Roussillon. Une émission que je présente habituellement avec Jean Kahn. Ça va Jean, je vous dérange pas? Oh pardon, non, je suis open. Vous êtes open, je suis open. Vous n'êtes jamais avare du dernier jeu de mots à la mode, vous hein? Ouais, on est bien. On est bien. On est bien, on est dans le village de l'Open Sud de France, à la Park & Suite Arena à Montpellier. On y sera toute la semaine, notre ami Julien Lamoussière sera là tous les soirs avec les aléas du direct. Et puis nous, on a profité de l'occasion pour venir faire un petit tour. On va pas trop parler tennis, nous on va parler des autres, parce que ça c'est plutôt le rayon de Julien et de Johan Hénache, notre consultant. Non, nous on va parler handball. Oui, vous avez vu ça? C'était ce week-end à Chambéry se déroulait le Final Four de la Coupe de la Ligue. Incroyable. Avec deux matchs en demi-finale, un PSG Saint-Raphaël et un Dunkerque Montpellier. Au final, c'est Saint-Raphaël et Montpellier qui se sont retrouvés pour la DER. Et c'est Montpellier, évidemment. On l'a toujours dit, le handball c'est un mot allemand, mais à la fin... c'est Montpellier qui gagne. Exactement. Et Montpellier s'est imposé largement, 34-21 sur Saint-Raphaël. Remporte ainsi son premier titre de l'année. Montpellier devient de fait la seule équipe en France à être capable de réaliser le triplé si ils y arrivent. Pour le PSG, ce sera plus compliqué, on le regrette. Mais pour Montpellier, écoutez, c'est plutôt de bon augure parce qu'après l'Euro, on voit que les internationaux sont revenus en forme. Au meilleur niveau. Une semaine après, c'est génial. Une semaine après, et puis on a vu quand même un Dolenech vraiment extraordinaire aux côtés de Guigaud et d'Acambray. Et un Acambray qui s'est réveillé un peu. Ouais, qui a repris du poil de la bête parce qu'il n'a pas beaucoup joué pendant cet Euro. Mais là, il était extrêmement motivé et tout s'est bien passé. Montpellier remporte, vous savez combien? Coupe de la Ligue. Combien? 9. La 9e Coupe de la Ligue. 9e Coupe de la Ligue. Vous et les Blue Fox étaient venus à Chambéry, super. Oui, c'est un voyage qu'ils font très habituellement. Il y avait d'autres choses ce week-end. Il y avait du foot. Il y avait du foot. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu Montpellier qui court, qui arrête pas de courir. Qui court et qui gagne. Mais qui gagne, mais qui une court. Une fois de plus. Qui joue, Alors, ils ont quand même joué à se faire peur, parce que je vous rappelle, un premier but de Joris Marvaux, 2 buts de Rémi Cabella de toute beauté. Très bien. Mais au final, ils se font remonter 3-2. Et il faut un but de Niang pour que finalement Montpellier l'emporte 4-2. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des sports fleuves comme ça. Et franchement, c'est plutôt sympathique à vivre parce que ça change le quotidien. Oui, et puis ça nous rince. Ça vous rince? Ça me rince. Oui. Écoutez, ce que je vous propose, après ce dernier but de Cabella, c'est d'écouter Roland Courbis en conférence de presse après la rencontre. L'équipe qui a le mieux joué a gagné, on a construit notre victoire, on n'a pas fait un coup, on a fait un match et un beau match. Dangereux, on a été solide, on a eu une période quand même bizarre où finalement il aurait mieux valu qu'on ne marque pas la troisième parce que ça nous a déconcentrés. Et se retrouver 3-2 avec autant de minutes à jouer après avoir mené 3-0, on l'a mené pas large et la possibilité d'une égalisation de Reims existait, voire même après de gagner ce match 4-3. Si on perd un match 4-3 après avoir mené 3-0 premièrement, ça me serait jamais fait. J'aurais connu ça pour la première fois de ma carrière, mais tout arrive. Donc on a réussi à éviter ça et à mettre ce 4e but qui a été le bienvenu. On ne va pas faire la fine bouche, mais on n'a pas pour habitude, ni les joueurs ni moi, de prendre 2 buts dans un match, même si ça fait partie du jeu, et surtout pas prendre 2 buts quand on mène 3-0. Bon, vous avez vu, Montpellier a de moins en moins une gueule de 15e. Oui, et puis on est arrivé à 0, j'ai lu ce matin. Goal average, c'est ça il me semble. Goal average à 0. Ça ne sert à rien, mais bon, c'est bien. Pour un 14e, ça commence à être pas mal. Et je vous rappelle que le goal average, ça peut compter à la fin de la saison. D'accord. Donc je vous rappelle au classement, le PSG toujours premier, Monaco 2e, 3e Lille, 4e Saint-Etienne, et puis 14e, le Montpellier Hérault. Bien, oui. Prochain donc match. Ça sourit à Montpellier, mais je peux vous dire que ça sourit aussi à Nîmes. Et Christophe Chier a passé un week-end avec la banane. C'est normal. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur la rencontre Nîmes-Tours avec Christophe Chier et les images de Pierre-Paul Castelli. Mettant un terme au signe indien qui l'empêchait de ravir les 3 points depuis 3 mois aux Costières, le Nîmes Olympique s'est pleinement donné les moyens de sortir temporairement de la zone de relégation en l'emportant 3-0 face à des Tourangeaux jouant le haut du tableau. Je suis extrêmement déçu du résultat, de la performance. Donc plutôt que de trop en dire à chaud, je préfère en rester là. Un match référence emmené par des Nîmois ambitieux et maîtres de leur jeu, inventifs en termes de construction et surtout plus rigoureux sur leurs bases arrières.
Après quelques incursions des Célestes sur les 10 premières minutes de jeu, les Crocos prenaient la partie en main et accroissaient leurs offensives sur le but de Leroy, finissant par trouver la faille à la 27e minute grâce à un corner de Sissoko dont la balle était détournée dans les buts par Ben Méziane dans une forêt de jambes tourangelles. 1-0 au repos. Un avantage mérité que les Nîmois allaient capitaliser grâce à une défense bien organisée, repoussant les assauts des Tourangeaux avant d'enfoncer le clou. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, un étincelant Granic profitait d'un contre bien mené par Nouri et trouvait à nouveau le chemin des filets. Comme un symbole de ce coaching gagnant, le nouvel entrant, Tony Koura, apportait lui aussi sa pierre à l'édifice à la 90e minute, avec un 3e but en solitaire tout en inspiration. Pour la 2e fois en 22 journées de championnat, les Crocos parvenaient à garder leur cage inviolée, une rareté cette saison. Là, à la fin du match, moi j'étais content. Comme je dis à Cyril, le premier clean sheet, c'est des mots moi, qui me parlent en tant que défenseur. Et comme je disais dans la semaine à un de vos collègues, moi ça me fait chier quand je regarde le classement et que je vois tous les buts qu'on a pris. En tant que défenseur, ça me fait chier. Donc ce soir, je suis content et je suis surtout content de la performance collective. Du résultat, moi ce que je veux voir, c'est une équipe qui prend conscience qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a peut-être oublié et que petit à petit on essaye de remettre en route pour se donner les moyens de se sauver. Retrouver de la confiance et se donner de l'air, le Nîmes Olympique prépare d'ores et déjà son déplacement de vendredi soir au Havre, une formation de milieu de tableau clairement prenable sur sa pelouse du Stade Océane. Une belle embellie aussi pour le Nîmes Olympique. C'était pas simple, mais là quand même ils se sont imposés face au 5e du championnat, Justin. Il court aussi. Oui, mais c'est pas des furets. Non, d'accord. Nîmes Olympique 16e du championnat de Ligue 2. Donc là aussi, l'embellie est de retour. En revanche, c'est plus compliqué pour vos amis volleyeurs. Alors là, il faut que je l'exengueule. La muc, le schmuc. 2014, ça s'est mal enclenché et ils ont énormément de mal à retrouver la victoire. Mouadélia Kaby y était et face à Toulouse, ça a été une nouvelle fois très compliqué. On les pensait arriver au bout d'un tunnel qui les a vus perdre tous leurs matchs depuis le début de l'année, que la défaite en Coupe de France plus tôt dans la semaine était digérée et on a failli y croire. Les Montpelliérains tiennent le match par le bon bout. Dès le premier carton, les coéquipiers de Raphaël Redvitz mènent au score. L'état d'esprit y est et les petits détails qui faisaient défaut jusque-là semblent avoir choisi le camp du Mavuc. Oui, mais voilà, en face, Toulouse connaît bien la chanson. Eux aussi ont enchaîné 5 défaites consécutives, mais ont eu la bonne idée de se qualifier en Coupe de France. De quoi redonner confiance face à des adversaires qui en manquent cruellement. Et le volley, Julien Linel, de retour sur le banc, vous le dira, c'est du détail. Au 2e set, les visiteurs remettent les pendules à l'heure et la machine de Philippe Blain s'enraye à nouveau. Tout d'un coup, on n'arrive pas à faire un side-out, alors tout le monde se crispe et puis on joue la baballe. Donc voilà, quand on a 4 points d'avance, on ne perd plus un set. Il va falloir que ça rentre un peu dans la tête et dans les esprits. Oui, mais c'est plutôt le doute qui s'immisce dans les esprits montpelliérains. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Linel trépigne au bord du terrain, ménagé, il rentrera en fin de 3e set pour donner la victoire aux siens. Un coup d'épée dans l'eau. Les Toulousains sont juste mieux dans leur basket et surtout dans leur volley. 2 sets d'affilée dans la besace et les voilà qui repartent avec le scalp d'Amavuc, plus que jamais en crise. Il ne faut pas faire le dos rond, je pense qu'il faut qu'on se révolte justement et là ça fait 1-2 semaines qu'on travaille encore plus à l'entraînement et qu'on donne tout pour retrouver notre niveau de début d'année et moi je suis persuadé qu'avec les gars de l'équipe, avec la bonne ambiance qu'il y a et l'envie de réussir, je pense qu'on va vite retrouver un autre niveau. Voilà, à chaque fois on se complique la tâche sur des choses simples qu'on sait faire et puis des fois on n'ose pas faire ou qu'on ne fait pas parfaitement et voilà, et pour le moment on ne prend pas nos responsabilités complètement avec certains joueurs et dans certains rôles, donc il va falloir que rapidement on les prenne. Notez que 7 l'a emporté, je vais reprendre mon petit papier pour pas dire Montpellier, de bêtises. en fait, Montpellier, il faut qu'il joue à 7. Il faut qu'il joue à 7, mais déjà à 6, c'est difficile. Je sais bien. Puisqu'au classement, je vous rappelle quand même que Tours est toujours premier, Ajaccio second, 7 est 7e, Montpellier 8e et Narbonne 14e et dernier. Allez, un petit effort, Montpellier. Un petit effort et de la rapidité parce que le temps passe et c'est l'heure du Café des Sports déjà avec Jean-Bernard Stern qui reçoit un invité de marque en la personne de Patrice Dominguez. Tout de suite, le Café des Sports.
Bonjour à tous et bienvenue au Café des Sports sur midilibre.fr, délocalisé à la Park & Suite Arena de Montpellier, sur le plateau de TV Sud à l'occasion de l'Open Sud de France. C'est du tennis et ça dure jusqu'à dimanche. Et avec moi pour en parler, un invité de marque, Patrice Dominguez. Bonjour Patrice, Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Patrice Dominguez, bien sûr, le directeur du tournoi, ancien joueur de tennis et ancien directeur technique national à la Fédération française donc de tennis et consultant également chez notre confrère RMC. Et Patrice Espinas, l'autre Patrice, Bonjour. Voilà, responsable du tennis au service des sports de Midi Libre. Alors, avant que Patrice vous pose donc les questions purement sportives, Patrice, j'aimerais que l'on revienne sur le forfait de Stanislas Wawrinka. Je voudrais savoir, est-ce qu'un joueur que l'on invite à participer à un tournoi passe un contrat avec vous et dans le cas d'un forfait, comme Stanislas Wawrinka, est-ce qu'il y a rupture de contrat ? Voilà, tout simplement. Bah, on ne peut pas parler de rupture de contrat, mais c'est vrai qu'il y a un contrat au départ que l'on passe. On a un échange de courrier ou de mail suivant le cas. On se met d'accord sur une participation, sur un montant de participation également. Donc il y a un accord économique, entre guillemets, qui est trouvé entre l'organisateur et le joueur, ou du moins son représentant. Malheureusement, il n'y a aucune protection pour l'organisateur du tournoi, parce que si le joueur se déclare incapable de jouer, il y a une rupture. Alors c'est pas une rupture unilatérale comme on pourrait le dire ou le signifier dans un contrat juridique traditionnel, mais ça revient à ça finalement. Nous on se retrouve nus sans le joueur, sans aucun moyen de récupération de quoi que ce soit à la lecture de ce contrat. On regrette simplement, et finalement on regrette presque qu'il ait gagné, parce que en gagnant, en jouant davantage, il s'est fatigué, et énormément fatigué, il a énormément donné, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas venir, car il n'était pas en état de disputer ses chances à 100%. Oui, on rappelle que le week-end dernier, donc, il a disputé donc, la Coupe Davis avec la Suisse, d'où donc une énorme fatigue après sa victoire à l'Open d'Australie. Le public, effectivement, peut trouver bizarre. Donc, je veux dire, Wawrinka, on l'a annoncé, il était sur l'affiche. Les gens ont peut-être acheté des billets. Et voilà. Alors, quel est le recours pour un spectateur, par exemple, qui voulait venir voir Wawrinka ? Il n'y en a pas. Il va venir voir les Français, Gasquet. C'est pas mal quand même. Voilà, c'est la notoriété du tournoi. Qu'achète finalement un fan de tennis qui prend son billet à l'avance, qui l'a souvent réservé depuis le mois de septembre, parce que la billetterie est ouverte à ce moment-là. C'est vrai que c'est une énorme déception, je la partage, cette déception. Je suis le premier mari de cette situation-là, mais malheureusement, elle est... indépendante de votre volonté, elle est façon, totalement indépendante de bien notre sûr. volonté. Et finalement, s'il avait perdu au premier tour du championnat d'Australie, il aurait été là. Oui. Mais il n'aurait pas en même temps suscité la même envie, bien le sûr. Même désir de la part des spectateurs. Donc on bien espère sûr. Qu'on pourra l'avoir un autre jour. Ce ne sera pas forcément le même tarif dès lors que son statut a changé. Mais voilà, les choses ont changé. Il eût été préférable finalement qu'il soit demi-finaliste à Melbourne et c'est tout. Oui, peut-être qu'en tout cas, il aurait moins donné physiquement, comme on dit. Là, il a accompli une performance extraordinaire. Mais voilà, ça veut dire quand même, il faut toujours garder quelque chose de positif de la situation. Ça veut dire qu'un joueur comme lui, qui était le joueur, je l'avais souvent souligné ces dernières semaines, un des joueurs qui a le plus progressé au cours de la saison 2013, avait envie de jouer à Montpellier. Il avait envie de jouer l'Open Sud de France. Donc, ça veut dire que notre tournoi, aujourd'hui, peut attirer les meilleurs. Après, c'est une question d'économie pure et ensuite de circonstances. Les circonstances là, elles sont atténuantes pour lui, mais elles sont un petit peu plus difficiles à accepter pour nous. C'est un problème aussi de calendrier, Patrice, hein, puisque donc les tournois s'enchaînent et on peut bien comprendre que les joueurs, à un moment donné, ont besoin de se reposer. Ben oui, c'est vrai que le planning des tout meilleurs mondiaux est de plus en plus compliqué, leur physique est de plus en plus soumise à rude épreuve, et donc effectivement il leur faut des plages de récupération. Et quand on a accompli un exploit comme celui qu'a accompli Stan, on comprend bien volontiers qu'il faille récupérer à un moment donné. Le premier tour de Coupe Davis n'est peut-être pas le meilleur moment pour récupérer,
Et donc en suivant, il y a l'Open Sud de France, voilà, malheureusement. Bon, alors, est-ce que ce forfait ouvre la voie d'autant plus à Richard Gasquet, le tenant du trophée, un trophée d'ailleurs façonné par un artiste régional, hein, je crois. Hein. Xavier Longueras. Voilà, oui, il faut le signaler. Très beau trophée, c'est toi, s'il en est. Donc Richard Gasquet, est-ce qu'il peut effectivement garder ce trophée, d'autant plus, donc, on l'a dit, après le forfait de Wawrinka? Est-ce que la voie est ouverte? Patrice, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi j'aurais tendance à dire qu'il devra quand même se méfier de Gaël Monfils, qui l'a quand même nettement battu à Doha en tout début de saison, qui aime bien le tournoi de Montpellier et qui devrait être l'un de ses principaux adversaires. Après, il y a également côté étranger, le Polonais Janowicz. On ne sait pas trop ce qu'il vaut comment il se montrera sur cette surface-là, mais son statut de demi-finaliste à Wimbledon lui confère aussi le statut d'outsider du coup à Montpellier. Ah oui, tout de même. Oui, il y a un tableau qui devient très, très équilibré avec une tête de série numéro 2 qui s'appelle Gilles Simon. Et Gilles Simon, on en parle moins, peut-être parce qu'il n'était pas dans l'équipe de France de Coupe Davis ce dernier week-end, il était numéro 5. Mais il est le recordman des victoires sur le circuit aujourd'hui pour les joueurs français. Il a gagné 11 titres. Donc c'est un joueur qui est capable de gagner ce tournoi. C'est un formidable contreur qui n'a pas raté une édition depuis 2010, depuis la création de cet Open. Donc c'est un joueur dangereux. Alors c'est vrai que Richard, sur ce qu'il nous a montré, et il l'a encore montré à l'occasion du dernier week-end, on a vu que physiquement il était plus gêné comme il avait pu l'être au moment du championnat d'Australie où il avait eu un problème 15 jours avant de dos, ça l'avait un peu handicapé, il était pas très fringant. Je me demandais d'ailleurs s'il allait disputer le tournoi d'Australie. Absolument, mais je pense que là il est revenu à son meilleur niveau. C'était sur terre battue. Alors pour les joueurs français, il y aura un petit problème d'adaptation ici, à la surface, parce qu'ils ont joué pendant 10 jours pour bien se préparer et battre l'Australie, et c'était très bien joué. Mais là, en 48 heures, on change de ville, on change de surface, on change de façon de jouer. C'est délicat effectivement de passer d'une surface à une autre, et en particulier comme ça de la terre au dur, même si les deux sont en indoor. Oui, les deux sont en indoor. Alors, ça facilite tout de même l'adaptation, hein, parce que les conditions ne varient pas beaucoup. À Mouilleron-le-Captif, où ici, les salles sont très belles, très bien éclairées, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est notamment au niveau du jeu de jambes, c'est complètement différent. Sur terre battue, on glisse. Ici, on joue sur un pas juste. On doit beaucoup mieux calculer ses déplacements. Le service prend toute son importance ici. Mais bon, des joueurs aussi doués de la main que Richard, que Gaël, que Gilles Simon vont s'habituer. Je pense qu'en 48 heures... C'est peut-être piégeux sur le premier match, peut-être. Voilà. C'est un premier match un petit peu délicat à négocier. Ils ont, Gilles Simon et Richard, ils ont l'avantage de ne jouer qu'à partir de mercredi ou jeudi. Donc ils auront vraiment quelques heures d'entraînement dans la Park Suite Arena. Et ça, c'est un atout supplémentaire dont ne bénéficiera pas Gaël Monfils, qui lui jouera au plus tard mercredi. Alors Patrice, est-ce qu'un étranger peut venir semer le trouble dans ce plateau très français finalement ? Oui, parce qu'on peut prévoir donc une finale franco-française, hein, on est bien d'accord. Oui, alors moi je ne le souhaite pas, hein, inutile de vous dire. D'accord. Je préfère toujours. On est au moins deux. Je préfère toujours la victoire d'un Français au bout du compte, même si on essaie d'attirer tous les meilleurs étrangers. Il est honnête, Patrice. Parce que voilà, un tournoi c'est international. Je prends par exemple Nikolai Davydenko qui a été numéro 2 mondial, qui a gagné le Masters. Il n'a pas raté une édition de l'Open Sud de France. Il est toujours ravi de venir jouer ici et on a beaucoup de plaisir à le voir. Comme tu l'as dit, il y a Janowicz, le Polonais, demi-finaliste à Wimbledon, qui était en finale à Bercy il y a 1 an et demi. Voilà, sont des grands noms du tennis mondial. Mais à la sortie, c'est vrai que pour soulever le beau trophée plein de soleil de l'Open Sud de France, ça serait mieux que ce soit encore un Français. On a déjà eu 2 sur 3. Oui, on a eu Gaël et on a eu Richard. Et à la fin, c'est un Français qui gagne. Voilà, on est d'accord. C'est ce qu'il faut se dire. Alors on rappelle que l'année dernière, l'Open Sud de France a attiré 41 000 spectateurs. Évidemment, vous souhaitez qu'il y en ait plus cette année. On encourage donc effectivement les gens à venir car il reste des places encore jusqu'à dimanche.
41 000 sur une semaine, c'est bien. Il faut faire mieux. C'est déjà très très bien. On se situe parmi les meilleurs tournois en termes d'affluence en indoor. Il faut dire qu'on a des conditions d'accueil tout à fait exceptionnelles. Là, on est en rythme de croisière maintenant. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a trouvé la bonne formule en installant 4 cours à l'intérieur de la Park & Suite Arena, ce qui est unique au monde. D'ailleurs, on a eu un trophée qui est juste derrière vous, qui récompensait les améliorations apportées au tournoi depuis sa création. Donc, c'est un atout supplémentaire. Cette année, on aura une journée très forte avec ce lundi, parce que pour ce lundi, ce matin, on avait déjà vendu plus de 4000 places et on a le concert de Bob Sinclair. Pour mercredi, on a vendu 4900 places de jeunes, c'est-à-dire toute la ceinture du haut de la Park & Suite Arena sera pleine mercredi après-midi. Ça veut dire qu'on est parti sur de très très bonnes bases et j'espère qu'on annoncera une progression, parce que au tennis, qui n'avance pas sur la balle recule. Oui. Alors oui. un organisateur qui ne vend pas plus de places recule. Ouais. Donc j'espère pouvoir annoncer davantage de billets vendus dimanche soir. Merci en tous les cas Patrice. Alors effectivement en football également, qui n'avance pas recule. On va rappeler brièvement, puisqu'on est au Café des Sports, même si ici on est donc à l'Arena, je vous le rappelle, pour l'Open Sud de France. Alors ce week-end il y a eu la victoire de Montpellier à Reims 4-2. Ça c'est une belle victoire, Patrice, de la part des hommes de Courbis. C'est vraiment un magicien ce type. Il y a une série en cours. Invaincu en 2014. La belle victoire de Nîmes face à Tours, qui se dégage également, c'est en Ligue 2 de la zone des relégables. La victoire de l'équipe de France à l'occasion du premier match du tournoi, qui était au Stade de France face à l'Angleterre. Une victoire jouissive, puisqu'obtenue dans les tout derniers instants face au rival anglais. Jouissive face aux Anglais. Et alors le coup de cœur de JB, évidemment, ça sera pour l'équipe de hand de Montpellier, qui a remporté une fois encore, j'ai envie de dire, la Coupe de la Ligue. C'était contre Saint-Raphaël. Alors il faut savoir que depuis 17 ans, l'équipe de Montpellier de handball, entraînée par Patrice Canaillé, a toujours remporté un titre. Soit une Coupe de France, soit un titre de champion, soit une Coupe de la Ligue. C'est quand même exceptionnel dans le sport français. Je vais le prendre dans mon équipe, je pense. Ah oui, non, mais il faut le prendre. Et je vous rappelle que les JO de Sochi, que Midi Libre suivra, bien sûr, pendant 15 jours, débutent vendredi. L'équipe de France ambitionne 15 médailles. Ça va être dur à mon avis, mais c'est comme ça. Voilà, le Café des Sports est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci Patrice. Merci Patrice. On se retrouve lundi prochain et d'ici là, sportez-vous bien. Merci Jean-Bernard, vous avez vu, unité de lieu et de temps. Le Café des Sports était aussi à l'Open Sud de France. Nous, on y est toute la semaine. À partir de 19h45, dans les aléas du direct, vous retrouvez Julien Lamoussière et vous serez au cœur de ce tournoi de tennis qui regrette Wawrinka, mais qui verra, j'en suis sûr, Richard Gasquet revenir au meilleur. En attendant, nous on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport Sud. En attendant, portez-vous bien.